Culture Soccer. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à un nouvel épisode de Culture Soccer. Aujourd'hui, moi-même, Anthony de Varenne, co-rédacteur en chef de Culture Soccer à l'animation. Aujourd'hui, on fait un épisode spécial. On va vous parler des matchs retour de la Ligue des champions de la CONCACAF qui n'a pas été très concluant pour les clubs MLS. Mais tout d'abord, on va parler des homegrown en MLS. On a sélectionné 5 homegrown qu'on trouvait pertinent de parler. Et pour ce faire, je suis rejoint par Antoine. Ça va bien, Antoine? Hello Anthony, ça va? Très content de parler de jeunesse américaine une fois de plus. Exactement, ça risque d'être très intéressant. Et par la suite, la deuxième partie de l'épisode, comme j'ai dit un peu plus tôt, on va parler de la CCL avec, comme la semaine dernière, Axel et Clément du compte Twitter Football Mexicano FR. Donc, ça risque d'être très intéressant. Mais allons dans le vif du sujet, Antoine. Parlons de quelques homegrowns. Juste pour faire la liste, on va parler de 5 homegrowns particuliers. On parlait de Sam Vines, Gianluca Buzio, Eric Williamson, David Ochoa et Josh Atencio. Donc, Antoine, commençons par celui que je suis sûr qui est pour toi ton favori, Josh Atencio, le nouvel espoir des Seattle Sounders au milieu, qui c'est pour une première fois, commence à débuter des matchs en MLS. C'était assez, on l'a vu très rarement la saison passée dans le 11 partant de Ryan Schmelzer. Et finalement, il a ses premières chances cette année. Qu'est-ce que tu penses de cet espoir des Sounders? Ouais, déjà, juste pour dire, voilà, les joueurs qu'on a choisis ont un peu été choisis au hasard. Il n'y a pas de ranking, un peu de préférence. Hein. C'était juste 5 joueurs comme ça dont on voulait parler. Et Josh Atencio, c'est intéressant parce qu'il représente une nouvelle stratégie chez les Sounders, un peu comme Dani Leiva. Ça fait quelques années qu'on parle beaucoup de talent chez les fans de Seattle et de jeunes prometteurs. Mais on les a jamais vraiment vus à l'œuvre parce que il y avait des grandes stars, parce que aussi Brian Schmetzer n'avait pas tellement envie de leur donner des minutes, il semblait, ou en tout cas, il n'était peut-être pas forcément prêt, alors que quand même, hein, il y avait de la qualité, notamment dans l'équipe USL, en 10e division, dans la réserve. Euh, donc, Josh Atencio, c'est un petit peu un bon début avec Dani Leiva de la jeunesse de Seattle qui s'impose. Il a été titulaire en début de saison parce que Nicolas Lodeiro était blessé. Lodeiro est revenu lors du dernier match, donc on va, à mon avis, moins le voir, mais il a fait 2 premiers matchs en tant que numéro 10, ce qui est quand même un poste clé dans ce nouveau dispositif que Seattle fait, il n'a pas fait des mauvais matchs. Hein. C'était pas non plus une grosse révélation, mais c'était des performances correctes. Et donc, c'est intéressant à voir parce que c'est un nouveau chapitre un petit peu dans la stratégie de Seattle en MLS. Oui, c'est ça exactement. Comme tu l'as dit, Seattle, c'est une équipe qui était habituée à remporter des titres. C'est encore le cas. Donc, les jeunes n'étaient peut-être pas mis au premier plan de la stratégie. Mais c'est ça, les Josh Antonio, je pense qu'on va en voir de plus en plus à Seattle. La MLS, c'est vraiment une ligue qu'on voit de plus en plus de niveau dans les espoirs. Et, euh, et c'est ça, à une époque, Seattle vendait leurs jeunes, on pourrait dire. Il y a Nick End qui est parti à Nashville, il y a Andwala Bwana aussi. Donc, même la saison passée, Seattle pensait peut-être pas forcément aux jeunes, mais c'est peut-être plus sur ses vétérans. Et là, juste qu'on voit que c'est Josh Atencio qui a débuté pour remplacer Lodeiro, je pense que ça démontre que Brian Schmetzer a peut-être plus confiance en ses jeunes désormais. Peut-être que l'Académie a eu le temps de progresser. Mhm. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison précise ou c'est juste la force du temps qui fait ça du côté des Sounders? Il y a le fait que maintenant on a plus confiance en les jeunes, c'est sûr, mais il y a aussi le fait, on va pas se mentir, que le mercato de Seattle a été très calme avec seulement les arrivées de Freddy Montero, notamment devant, et de Kellen Rowe, qui sont des vétérans de MLS. Et on l'a dit hein, déjà dans ce podcast, mais Seattle n'avait pas forcément les moyens avec la pandémie, notamment d'aller dehors et d'aller rechercher des joueurs pour, en fait, surtout pour la profondeur de banc, parce que le 11 était plutôt bien installé. Ce qui fait que la profondeur de banc a été remplacée par des jeunes comme Josh Atencio. Et ça, c'est intéressant. Franchement, c'est assez neuf parce qu'avant, on serait allé chercher un vétéran
Enfin, comme on l'a fait avec Elinro justement, mais on l'a fait avec plein d'autres joueurs de ces dernières saisons, comme Shane O'Neill en défense, par exemple, plutôt qu'aller chercher des jeunes. Et là, malgré que Elinro était disponible, hein, il a commencé le troisième match à la place de Lero, en place de numéro 10. Mais les deux premiers, Brian Schmetzer a privilégié l'option de Josh Attention. Donc, c'est vraiment ouais, un nouveau départ, une nouvelle stratégie dans cette équipe d'MLS qui ne va pas non plus totalement devenir un FC Dallas, hein, et faire jouer que des jeunes à chaque poste, mais qui va servir des jeunes là où il manque un ou deux joueurs à droite à gauche, ou pour faire la profondeur de banc plutôt que d'aller payer les vétérans un peu plus cher. Oui, exactement. Donc, joueur à suivre pour tous ceux qui suivent la MLS, c'est peut-être un nom que vous n'avez pas forcément entendu très souvent, le nom de Josh Atencio. Puis, dernier petit point sur lui, Antoine, c'est quoi pour toi ses perspectives d'avenir? Est-ce que tu penses qu'il va devenir un bon joueur MLS, un grand joueur MLS, ou tu le vois très rapidement quitter vers l'Europe? C'est un peu compliqué. Je pense pas que c'est pas un talent brut, comme on en a un autre qui arrivera dans notre liste. On a parlé de Gianluca Bolzio ou Caden Clark, des mecs qui pour sûr partiront en Europe. Josh Atencio, c'est un peu plus compliqué. C'est un joueur qui a l'air de bien se débrouiller, mais qui n'est pas non plus flamboyant. Faudra déjà qu'il s'installe dans le long terme à Seattle, ce qui n'est pas facile avec Lodeiro justement à son poste pour encore une ou deux saisons. Tu l'as dit plus tôt, Seattle a vendu quelques jeunes quand ils ne pouvaient pas se faire une place. On pense à Andoila Buena. Donc je ne serais pas surpris qu'il change de club et finalement devienne un joueur accompli dans une autre formation. Bon, il a que 19 ans, ceci dit, hein. Ça, Ouais. peut-être on n'a pas dit son âge, mais il y a encore du temps. Mais j'ai du mal à le voir. En fait, le problème, c'est qu'il est peut-être bon, mais avec le héros titulaire, c'est assez compliqué d'émerger en tant que meneur de jeu. Donc, il va falloir peut-être attendre un transfert ou deux saisons. Ouais, c'est ça. On va voir si ça va être le choix de la patience ou d'accumuler les minutes très tôt dans sa carrière. Ça va être intéressant à voir parce que je pense que c'est vraiment. Il est arrivé à un point que les minutes en Championship, en USL Championship, la deuxième division américaine, sont peut-être moins pertinentes pour lui que Mm. les minutes MLS. Donc, ça va être intéressant à voir. On voit des prêts intra-MLS. Peut-être qu'une équipe de l'Est va aller le chercher dans les prochaines saisons, peut-être la saison prochaine. Donc, ça reste à voir, mais ça va être intéressant. Un autre joueur que tu as parlé un peu plus tôt, c'est Gianluca Busio. Comme tu dis, c'est dans une autre sphère de talent. Lui, c'est vraiment un talent brut. Je pense que tous ceux qui suivent la MLS connaissent Gianluca Busio qui va bientôt avoir 19 ans. Il a encore 18 ans. Il est arrivé 9e au 22 Under 22, donc les meilleurs moins de 22 ans en MLS la saison passée, la saison 2020. Et c'est ça, il a complètement là, il s'est épanoui durant la COVID-19 avec le MLS is back et par la suite la saison régulière. Il a vraiment été le joueur clé de Kansas City. Quoi à rajouter de Bouzio, Antoine? Ouais, c'est vraiment un super joueur. C'est marrant parce qu'il a que 18 ans, mais ça fait, j'ai l'impression, des années qu'il est en MLS. Il a signé son contrat à 15 ans, il me semble. C'est un des plus jeunes homegrowns de Kansas City et de l'histoire de la MLS. Et il a fait deux petites saisons, on l'a vu par-ci par-là. Il n'était pas forcément toujours présent, mais il jouait des bouts de match de temps en temps, surtout la saison dernière. Après, il a vraiment oui, révélé son potentiel et assumé sa place de titulaire dans cette formation de Pete Vermees. Alors, c'est étonnant parce il est tellement jeune qu'on ne sait pas encore quel est son meilleur poste. Kansas City, parfois, ils le font jouer en meneur de jeu 10, mais il s'adapte pas mal à la formation. S'il joue avec deux personnes devant, Bouzio peut être en appui d'un attaquant en tant que voilà, deuxième pointe. Il a joué numéro 10, comme je disais plusieurs fois. Je pense que c'est un peu son poste de prédilection, mais il a aussi joué dans des milieux à 3 ou en tant que faux numéro 9. On l'a vu en début de saison, notamment dans ce registre-là. Donc, c'est un joueur qui a encore pas mal de choses à vérifier, mais voilà, ça fait tellement longtemps qu'on dit qu'il est pisté en Europe. Apparemment, Kansas City avait refusé une offre déjà l'hiver dernier, que ça m'étonnerait qu'il soit toujours là après cette saison en MLS. Oui, exactement. Je suis vraiment d'accord avec toi. J'ai vraiment l'impression qu'il effectue sa dernière saison à MLS. On avait vu durant la off-season qu'il y avait eu deux offres provenant de la Serie A.
Donc, pourquoi pas la Roma, la Juventus, des gros clubs comme ça. Je serais vraiment pas surpris. Ça me fait penser un peu, tu disais, il est très jeune, mais on dirait que ça fait très longtemps qu'on le voit en MLS. Un peu comme Justin Glad à l'époque. Il a 24 ans, mais il est en MLS depuis 2011, depuis 2015. Donc, ça fait quand même 6 ans qu'il est en MLS. Donc, il a quand même débuté très tôt et est devenu très rapidement un vétéran. Et c'est ça que Busio est en train de faire à SKC. C'est rendu un vétéran parmi les milieux de terrain. Il peut donner des conseils au Felipe Hernandez, des choses comme ça. Donc, c'est très intéressant. Et c'est ça, tu sais, pour la perspective d'avenir, je crois il va devenir un pilier de la sélection américaine et il va s'épanouir en Europe là, d'ici quelques mois. Je serais même pas surpris qu'il parte au mois d'août. Est-ce que tu serais surpris, toi? Ah, bon, on sera peut-être sur un classique tu sais, départ, transfert fait, mais prêt jusqu'à la fin Ouais, de la prêt. CPS. Parce qu'il est vraiment essentiel dans cette équipe de Kansas. Comme je dis, c'est un peu un couteau suisse et ils savent pas encore. Là, la début de saison a été un peu bizarre pour SKC qui s'est fait taper directement par Salt Lake. Et ensuite, il y a eu aussi une victoire contre New York, mais qui était un peu pas forcément terrible, et un match nul contre Orlando. Il y a. Ce qui fait qu'ils n'ont pas bien changé leur formation. Il y a aussi l'absence de Pulido qui est pas trop là. Donc, c'est un peu étrange. Il a joué, comme je disais, en 10, en deuxième pointe, en faux neuf, dans un milieu à 3. Le problème, c'est qu'il faut à un moment choisir ton poste si tu veux t'améliorer dedans. Mais ça se fera peut-être une fois qu'il est arrivé en Europe, hein. On l'a vu avec Alphonso Davies. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que depuis 2 saisons, on voit en tout cas que, enfin, c'est difficile de dire ça il y a 2 saisons parce qu'il avait que 16 ans, mais on voit qu'il a aussi poussé pas mal de muscles et il se fait moins battre dans les duels, ce qui est très important quand tu joues au milieu de terrain. Donc, c'est une bonne chose. Ouais, surtout, on le sent confiant. On sent qu'il va avoir 19 ans bientôt et il se sent pratiquement parmi un des meilleurs en MLS. Ouais. Ça se sent ces choses-là, cette confiance-là. Et c'est ça. On va profiter des derniers instants de Bouzio en MLS parce que je pense qu'à 95%, la saison prochaine, il n'est pas là. Ça serait trop risqué pour SKC de le garder. Mm. Je pense qu'ils vont avoir une belle prime de transfert du côté des hommes de Pete Vermees pour investir dans la formation et compléter l'effectif, lui trouver son remplaçant. Sinon, si on continue, Sam Vines, le fameux latéral gauche des Rapids du Colorado. Euh, Colorado, c'est assez étrange, hein. Il y a quelques saisons, ils étaient complètement dans le dur. Ça n'allait tout simplement pas. Et ils ont décidé de faire confiance aux jeunes et pas forcément des jeunes de leur effectif. Euh, Ils sont allés chercher des Jonathan Lewis, des joueurs comme ça, des Lalas Costa, Abubakar. Euh, Kevin oui, Acosta. oui, Kellen Acosta, exactement. Et ils ont complété le tout avec des jeunes de leur académie, comme des Cole Bassett, des Sam Vines. Et ça fait une équipe vraiment excitante à voir aller. Et c'est ça, le latéral gauche partant de cette formation, c'est Sam Vines qui a fini 13e au classement des meilleurs joueurs de moins de 22 ans en MLS lors de la saison 2020. Donc, c'est vraiment un grand espoir américain. Surtout à un poste qu'on voit très rarement des jeunes joueurs américains exceller latéral gauche. Il y a vraiment une opportunité là, au niveau de la sélection pour Sam Vines, mais vraiment, ses performances en MLS sont exceptionnelles, hein, Antoine? Ouais, il est vraiment au-dessus du lot depuis 2 saisons, ce qui est assez impressionnant parce qu'on ne connaissait pas vraiment. Il est arrivé et puis il a commencé à beaucoup jouer lors de la saison 2019. En 2020, il a continué sur cette lancée. Il est très peu blessé, il est régulier. Il défend bien, il attaque bien dans cette équipe de Colorado qui aime faire confiance aux jeunes aussi, comme tu disais, avec Robin Fraser. Il incarne un peu ce renouveau-là. Il a déjà été pisté en Europe en janvier dernier, donc c'est déjà une bonne chose. Enfin, on parlait des jeunes, il y a aussi voilà, des joueurs comme Brian Reynolds qui sont partis très tôt. On peut penser aussi à. Enfin, il y a quand même pas mal d'arrière, pas forcément gauche, c'est vrai, mais il y a pas mal d'arrière aux États-Unis, hein, Dest, Reynolds, Cannon. Donc, il y a un vrai vivier de joueurs à ce poste-là et les clubs européens le savent. Donc, non,
intéressant. Il avait aussi fait un prêt en USL lorsqu'il était plus jeune, mais les parents m'ont joué. Et il commence à être déjà un petit peu dans les. Oups, pardon, il y a un peu de bruit. Il a été placé dans les camps des sélections américaines, les U23 notamment. Il avait beaucoup joué avec les U23 et c'est très dommage que les États-Unis ne soient pas sélectionnés enfin, ne soient pas aux Jeux Olympiques, malheureusement. Mais il y avait beaucoup d'espoir de ce côté-là pour lui parce que à gauche, il n'y a pas grand monde dans la section première, donc ce serait pas mal voilà, qu'il sorte du lot. Oui, exactement. Et cependant, s'il veut aller en Europe, il faudrait qu'il parte bientôt parce que déjà à 21 ans, ça peut paraître vieux pour un espoir en Europe. Donc, j'ai l'impression que si Vines part en Europe, ça va être vraiment avant la prochaine saison et ça va être pas forcément dans un grand club. J'ai l'impression que ça va être un club peut-être de milieu de tableau, dans le top 5 pareil, quand même là, des championnats européens. Mais est-ce que tu es du même avis que moi que si Vines part en Europe, ça ne sera pas forcément dans des grands clubs comme on a vu Davis partir au Bayern Ouais. Munich? Ouais, bah déjà, il faut dire que ouais, à l'époque où Davis y part, tout le monde est surpris. Hein. Personne ne pense Ouais, 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 c'est sûr. qu'il va être titulaire au Bayern, dont on se pensait qu'il allait partir en prêt en D2 ou quoi que ce soit. Non, Vine, c'est pas le talent fou brut que Davis est. En plus, il a un poste un peu plus confidentiel à l'époque où Davis jouait attaquant lui en MLS. Euh, oui, je le vois bien dans un petit club de Ligue 1, tu vois, ou aux Pays-Bas ou en Belgique, dans un club plutôt huppé là-bas. Peut-être à jouer l'Europa League ou la Champions League. C'est clairement un mec qui pourrait gravir petit à petit les échelons, mais tu dis, c'est vrai qu'en vrai, maintenant, à 21 ans, c'est plus si jeune, mais il ne sera pas si cher que ça. C'est l'avantage. Colorado n'a pas Ouais. forcément une réputation pour vendre des joueurs trop chers. Donc, enfin, c'est pas, voilà, je pense qu'il était à Dallas ou Red Bulls, peut-être qu'il partirait plus cher, mais là, je pense qu'il partira pour 3-4 millions, tu vois, dans ces zones-là, et un club européen peut aller le chercher. Oui, et en vrai, Kemar Lawrence est de retour à MLS avec Toronto. Donc, pourquoi pas Sam Vines à Anderlecht Ouais. la prochaine saison? Pourquoi pas, ce serait pas. Mais je pense que ça, oui, ça peut être vraiment cette identité club qui peut lui aller. Oui, exact. Donc, oui, Sam Vines, joueur très intéressant. Que c'est ça. Je ne serais pas surpris qu'on le voit encore je suis sûr qu'il va finir la saison 2021, mais je ne serais pas surpris de le voir encore en 2022 à MLS. Et par la suite, potentiellement partir. On a vu quand même quelques prêts la saison passée de des joueurs MLS lors de la F-Season en Europe. Ça pourrait être intéressant de voir Sam Vines justement aller faire un prêt, comme tu l'as dit, en Belgique, aux Pays-Bas, pour voir si, s'il s'adapte bien au niveau et pourquoi pas rester là par la suite. En tout cas, on lui souhaite une belle carrière à Sam Vines. Un autre joueur que pour moi, c'est un de mes joueurs favoris à MLS, euh, qui est un homegrown, mais qui commence quand même à être plus vieux. C'est Eric Williamson, le milieu de terrain des Timbers de Portland, qui est vraiment devenu un joueur clé dans le 11 partant de Giovanni Savarese. Euh, Williamson, c'est un joueur vraiment qui s'est développé parmi les échelons américains, qui a été un joueur clé pendant très longtemps de la réserve des Timbers de Portland en Championship. Euh, Dans la même génération que les Zambrano, les Loria, des joueurs comme ça. Et cette saison à MLS, il a débuté tous les matchs, si je ne me trompe pas. La saison passée, vraiment, le tournoi MLS is Back l'a en fait découvert à ceux qui suivent la MLS. C'est ça, c'est vraiment un pilier du milieu de terrain des Timbers de Portland. T'en penses quoi, toi, de Eric Williamson? Ouais, c'est un joueur qui en a découvert, comme tu as dit, l'année dernière pendant le MLS is Back. C'est marrant parce que c'est un vieil espoir, un petit peu. Il était membre de l'académie de DC United avant de partir aux Timbers. Et déjà à l'époque, en fait, quand il part aux Timbers en 2018, il y avait Schalke qui était apparemment dessus. Et finalement, il n'y a jamais eu d'offre. Donc, il est resté en Amérique du Nord. Et il a mis du temps, comme tu disais, il a joué un petit peu avec la réserve pendant 2 saisons. C'est vraiment l'année dernière qui s'est vraiment révélé à 23 ans. Donc un petit peu tard, mais finalement, c'est pas plus mal parce qu'il a pris son temps et là, il est vraiment. Enfin, l'année dernière, c'était vraiment une révélation au milieu de terrain, un milieu de terrain qui est assez vieillissant du côté de Portland. Lui, il a insufflé une jeunesse pas si mal. Après, il est pas titulaire à tous les matchs, comme tu as dit, parce que malheureusement, il y a pas mal de concurrence. On pense aux Zambrano, au Polo, au Chara. Euh,
je pense que voilà, si demain il y a une semaine de repos, et il sera titulaire, hein, mais oui, il y a aussi Loria d'ailleurs. Mais il joue pas forcément tous les matchs, mais c'est clairement un titulaire à venir. Le Polo, on sait qu'il va partir bientôt. Et il y a de la vieillesse dans les rangs des milieux de terrain de Portland, hein. Donc, non, c'est clair qu'il c'est un titulaire en puissance. L'année dernière, il a vraiment pallié le fait qu'il y avait des absences, notamment Blanco, pas mal. Et il apporte un côté plus défensif, en fait, plus en retrait à Portland, qui manque parfois au milieu de terrain, devant la charnière qui est aussi un peu vieillissante. Oui, c'est ça. Et vraiment, je pense que c'est pas pour rien que les deux affrontements face au Club Américain, Williamson soit jumelé à Chara. Ça veut vraiment dire, je pense que Savarese croit en lui et croit que ça peut faire un bon duo avec Diego Chara. Oui, il a pas, finalement, il n'a pas débuté tous les matchs à MLS, mais il a débuté les matchs importants, on pourrait dire, dont les deux confrontations face au Club Américain. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on va le voir encore plus souvent cette saison, moi, Antoine. Là. Il a débuté 17 rencontres. Il est apparu dans 21 rencontres la saison passée. Là, j'ai vraiment l'impression là, qu'il pourrait atteindre plus de 25 titularisations là, cette saison. Est-ce que c'est moi qui est fou? Non, c'est possible, surtout qu'ils avaient la CONCACAF là, donc ils ont pas mal tourné, mais une fois que la CONCACAF est malheureusement, enfin, t'en parleras plus tard dans le podcast, mais la CONCACAF va pas aller bien loin pour Portland et donc ils auront plus de temps, donc peut-être moins de rotation de l'effectif. Et Williamson s'installera peut-être comme un titulaire assumé, surtout que il a l'air d'avoir la confiance de son coach pour l'avoir ressorti comme ça de l'équipe réserve et l'avoir installé en MLS. C'est que voilà, il fallait une grosse confiance et il est là et quand il faut. Franchement, c'est un joueur qui est intéressant dans ce système de Portland, comme je disais. Il manquait vraiment cette présence physique au milieu de terrain pour défendre, pour être en retrait sur les corners. Il marque en plus parce qu'il s'est tiré. Donc, c'est vraiment. C'est un peu. Enfin, je pense qu'il devait être très content de le voir se révéler comme ça à 23 ans, parce que peut-être qu'il s'y attendait pas et ils doivent être très heureux du côté de Portland. Oui, exactement. Et c'est ça, si je ne me trompe pas, même en Championship, il était capable d'évoluer en tant que numéro 10. Donc, Mm. c'est vraiment un joueur polyvalent au milieu. Et oui, il s'est tiré. On a pu voir plusieurs magnifiques buts de la part d'Eric Williamson depuis le début de sa carrière. Mais contrairement à un Bouzio, je ne pense pas forcément qu'il y a un avenir dans la sélection américaine, sauf s'il explose à un moment. Mais je pense que ça va être un bon joueur de MLS, mais je ne le vois pas atteindre la sélection senior. Je ne le vois pas aller en Europe. Je pense vraiment que ça va être un joueur qui va rester aux États-Unis. Est-ce que tu es du même avis que moi? Ouais, pareil. C'est dommage encore, hein, c'est qu'il aurait pu représenter les États-Unis peut-être plus jeunes et dans des compétitions comme les Jeux Olympiques, mais finalement non. Et ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il fera une petite carrière en MLS plutôt sympathique. Oui, exactement. Un autre joueur, on finit par un gardien de but pour faire différent. C'est David Ochoa, le nouveau Nick Rimando du Real Salt Lake. C'est un joueur formé au club qui a vraiment fait tous les échelons, qui a joué dans les équipes de jeunes du Real Salt Lake, a joué avec la réserve en championship des Real Monarchs. C'est grâce à lui que la réserve a eu un championnat il y a 2 ans. Et finalement, commence des matchs en MLS. La saison passée pour le Real Salt Lake, ça avait été très difficile. Malheureusement, on se demandait pourquoi David Ochoa n'était pas dans les rencontres parce que vraiment, à la fin, il n'y avait plus rien à jouer. Freddy Juarez alignait toujours Putna, qui est un peu moins bon que David Ochoa, selon moi. À 26 ans, je pense pas qu'il y a un gros futur en MLS. Et c'est ça. Moi, j'étais fâché de ne pas voir Ochoa débuter, surtout vers la fin de saison de la fin de saison dernière. Et finalement, Ochoa a débuté tous les matchs cette saison. Il a quand même bien fait. Déjà un petit scandale à Minnesota. C'est beau de voir un jeune comme ça, hein? Ouais, il a l'air de ne pas se faire que des amis, hein. Il est là pour faire un peu le show aussi. Ouais, il a seulement 20 ans, mais il a fait comme on disait, à Minnesota, il avait vraiment perdu du temps. Mais alors vraiment, mec, insupportable. Il prenait du temps pour se coucher, pour récupérer le ballon, parce que RSL gagnait 2-1.
Et à la fin du match, il a balancé le ballon dans les fans de Minnesota United, chez les supporters, ce qui n'a pas vraiment plu à Minnesota, à ses coachs et surtout à Adrian Heath, qui est le coach de, euh, de Minnesota, qui avait dit que ouais, c'est un clown et il est même pas aussi bon que ça, donc enfin, ça rend bizarre. Ce qui avait été assez drôle parce que bon, je trouve ça un peu triste que Adrian Heath dise qu'il est même pas assez bon alors que voilà, c'est un jeune de 21 ans, mais c'est cool parce qu'il fait une bonne saison, enfin un bon début de saison avec Real Salt Lake parce qu'on aurait pu s'attendre au pire, hein. Il avait été avec la, enfin, on va pas dire qu'il nous a coûté la qualification aux Jeux Olympiques, mais il avait clairement enfin, il a fait une bourde massive qui a créé la défaite et qui a fait en sorte que les États-Unis ne se qualifient pas aux Jeux Olympiques. Alors avant ça, pendant un match contre le Mexique, il avait été héroïque. Donc voilà, c'est vraiment rise and fall, hein. Il était héroïque, puis d'un coup, le pestiféré, mais c'est un très bon gardien malgré sa boulette aux Jeux Olympiques. Les fans ont l'air de l'aimer parce que c'est un mec de caractère. Et lui, pour le coup, je le vois bien 2-3 ans. Les goals partent parfois moins jeunes que les joueurs de champ, puisqu'ils peuvent durer plus longtemps. Donc je le vois bien peut-être à Real Salt Lake 2-3 saisons avant, peut-être de partir en Europe. Ouais, ou de faire une belle carrière avec le Real Salt Lake comme a pu le faire Nick Remando quand il est arrivé dans l'effectif. Mais vraiment, moi, j'ai hâte de voir comment Ochoa va réagir si le Real Salt Lake est en playoffs. Parce que justement, on l'a vu faire des bourdes avec les moins de 23 ans. Mais moi, je l'avais vu en 2019 avec les Monarchs. Et il était assez bon. Vraiment, personne ne s'entendait à voir le Monarchs l'emporter. Je pense à la victoire de 2-1 à Phoenix, de 2-1 face à El Paso et finalement de 3-1 face à Louisville. C'est vraiment lui qui est l'homme du match à chaque fois. Et donc, j'ai hâte de voir Ochoa là, en série éliminatoire, vraiment voir s'il a retrouvé sa fougue des matchs importants. Parce que oui, il nous a déçus avec les moins de 23 ans. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir. Hein. Seulement 20 ans, on sait qu'un gardien, il atteint l'apogée de son talent peut-être un peu plus tard que les joueurs de champ. Donc, oui, je pense qu'il y a encore quelques saisons au Real Salt Lake et qui vont être très importantes parce que je me souviens d'un gardien qu'on avait beaucoup d'espoir en lui, Mark Winsky de San Jose. Et finalement, il n'a pas fait une très grande carrière jusqu'à présent. Donc, c'est à voir qu'est-ce qu'il va faire dans les prochaines saisons. Mais c'est sûr que s'il fait des bonnes performances, l'Europe est très atteignable pour Ochoa. Il faut juste qu'il fasse oublier sa performance avec les moins de 23. Ouais, c'est clair, mais il est. Voilà, après, je sais pas si. En fait, j'ai l'impression qu'il arrive dans un moment où les meilleurs gardiens de MLS commencent à vraiment vieillir, hein. Je pense au Tim Melia qui est actuellement blessé, Fry, Guzan, Sean Johnson. Il y a un peu une relève à prendre et c'est un peu un poste aussi qui, en sélection américaine, d'ici 10 ans, sera peut-être moins convoité parce qu'il y a peu de jeunes finalement gardiens, à part Marcinkowski là, de San Jose et lui, qui s'impose en ce moment, alors que la génération américaine est vraiment bonne. Là, il y a des joueurs qui arrivent à chaque poste, mais gardien de but, un peu moins. Euh, et donc, David Ochoa a non tellement le potentiel pour devenir un des meilleurs gardiens de MLS, une fois que justement ces vieux de la vieille ont pris leur retraite, mais également pour s'imposer peut-être plus tard en sélection américaine ou en tout cas à jouer sur le banc lors de grands événements. Donc, c'est assez. Enfin, je suis assez patient de voir quel va être son potentiel parce que vraiment, là, en ce moment, on voit peu de jeunes gardiens émerger en MLS finalement et on en voit pas mal de clubs MLS qui vont chercher peut-être des doublures de clubs ou des joueurs de 27 ans qui sont pas forcément titulaires pour leur but plutôt que d'aller chercher enfin, plutôt que d'avoir des jeunes gardiens qui émergent. Ce qui est assez intéressant parce que c'est pas vraiment ce qui se passe dans le reste du monde, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. On dirait que les clubs MLS ont encore peur un peu de donner la chance à des jeunes, à des jeunes, comme tu dis, comme à Austin.
Si je ne me trompe pas, Brad Scott n'a pas encore effectué de match, alors que c'est Brad Stuver dans les buts, qu'on s'entend, c'est pas un excellent gardien à MLS. Il a surtout évolué comme remplaçant, on pourrait dire. Et là, de le voir au lieu de Brad Scott, je me dis que Scott aurait sûrement, quelque chose à faire là, du côté de Austin. Ça serait vraiment intéressant. Brady Scott, excusez-moi, je l'appelle Brad Scott, mais c'est Brady Scott. Donc, c'est ça, ça reste à voir, mais je pense que vraiment la saison de Ochoa est très importante. Déjà, sa première en tant que titulaire. Et le Real Salt Lake fait quand même bien. En 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite, seulement 2 buts d'encaissés. Ouais. C'est Non, la 4 grosse buts surprise. Hein. d'encaissés, pardon. Non, c'est la Oui, grosse surprise de ce début de saison, je trouve. oui, exactement. Et si ça continue comme ça, je pense que si le Real Salt Lake atteint les séries éliminatoires, les playoffs, ça va être mission accomplie pour Ochoa et ça peut vraiment lancer sa carrière. Mais si Juarez commence à peut-être privilégier le second gardien et tout, ça peut briser la confiance d'Ochoa. Ça reste à voir, mais je pense belle carrière en vue pour Ochoa. Maintenant, Antoine, on serait rendu à parler de la CCL avant que nos amis de chez Football Mexicano FR nous rejoignent dans le podcast. On va parler du seul match qui est intra-MLS qui mettait en vedette l'Union de Philadelphie et Atlanta United. Le match aller, on en avait parlé avec Raphaël, mais ça avait été très sévère pour Atlanta, un 3-0 alors qu'il dominait la rencontre. Mais malheureusement, des failles défensives là, leur avaient coûté le match et la qualification. Donc, c'était 3-0. Donc, on va faire comme la semaine dernière, on va analyser les matchs en 3 phases. Pour moi, la première phase de cette rencontre, c'est la première mi-temps dominée par Atlanta niveau possession, mais rien de dangereux. Vraiment, on sentait que Philadelphie ne voulait pas forcément avoir le ballon à 3-0, préférait défendre. Et Atlanta avait aucun problème à avoir la possession, mais malheureusement, la défense de Philadelphie était trop importante, elle était trop performante. Et encore une fois, les ailiers du côté d'Atlanta avaient du mal, que ce soit Lopez ou Mulroney. C'était très difficile. Martinez était effacé. Et il a fallu que Souza fasse le 1-0 à la fin de la première mi-temps. Et on s'en entendait pas. Là. C'était un très beau tir. Donc ça, c'était la deuxième phase du match. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps d'Atlanta, Antoine? Ouais, comme tu l'as dit, la défense de Philadelphie était très regroupée, et ce qui fait que Atlanta avait peu d'occasions malgré la possession. Ils faisaient circuler le ballon mais sans trouver la faille. Et il y a vraiment beaucoup de tirs éloignés finalement pour essayer de tenter sa chance de loin, mais ça n'a pas trop marché. Vraiment, gros coup de cœur aussi sur Sosa, mais depuis son début de saison en MLS, il a vraiment été très bon dans une équipe qui a du mal encore à trouver ses automatismes. Sosa, pour le coup, au milieu de terrain, c'est vraiment un bijou. Hein. On voit qu'il a énormément de talent pour passer la balle de droite à gauche. J'avoue que je ne le connaissais pas comme buteur. Il n'avait pas l'air d'être très avancé sur le terrain en MLS, mais là, il a réussi à marquer. Mais c'est vraiment un milieu de terrain central qui peut vraiment bien orienter le jeu. Et cette première mi-temps était un peu à son image. Oui, exact. Et moi, les difficultés que j'ai vues dans Atlanta, cette rencontre-là, au match aller et depuis le début de la saison, sont les mêmes. J'ai l'impression que Gabriel Heinze veut vraiment jouer à partir des ailes, mais malheureusement, les alliés ne font pas le job. À une époque, Barco était ailier. Moreno, on l'a vu ailier aussi la semaine dernière. Là, ces joueurs-là étaient au milieu. Euh, j'ai l'impression que si Atlanta veut se qualifier pour les séries éliminatoires, il va falloir que Enze aille recruter un ailier, que ce soit en MLS ou à l'extérieur de la MLS, parce que son système de jeu ne marche tout simplement pas en ce moment. Je ne sais pas si tu es du même avis que moi. Ouais, il est bizarre ce système de jeu parce que les ailiers sont en fait des joueurs qui rentrent beaucoup dans la surface et qui sentent peu, qui rentrent. Tu as aussi des mecs comme. J'ai oublié son nom, mais le jeune Mexicain qui est souvent. Enfin, qui dribble beaucoup aussi. Ouais, Dame, C'est ça, Jürgen Adam. Dame. J'allais dire Damian, mais non, ouais, non, c'est Jürgen Damm, ça arrive aussi. Mais ouais,
qui est aussi un peu dans ce style feu follet. Et donc finalement, tu n'as pas ce pourvoyeur de ballon. Enfin, ils sont plus au milieu, les pourvoyeurs de ballon pour Joseph Martinez. Et ces dribbleurs fous un peu sur les côtés sont moins adaptés à un style de jeu qui est vraiment centré sur le fait de nourrir Joseph Martinez de ballon. Mais par contre, le milieu de terrain est assez solide, je trouve, hein, que ce soit Hinman ou Sosa, il y a du talent à ce niveau du terrain. Oui, et même la défense, Miles Robinson, c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Et le but d'Atlanta est venu parce que Miles Robinson avait une faiblesse. Je pense qu'il s'était fait une petite blessure et lors de la contre-attaque, ça a été très difficile pour lui. Mais c'est ça, même la défense d'Atlanta, c'était sévère le 3-0 contre eux. Et je pense vraiment que ça va être une défense solide cette saison à MLS. Bello, c'est bien de le voir évoluer en tant que latéral gauche. Brooks Lennon, on sait qu'est-ce qu'il peut offrir à MLS. Miles Robinson, c'est vraiment un des meilleurs défenseurs à MLS. C'est juste Anton Walkes que je ne suis pas 100% certain, mais je pense que ça répond bien avec Miles Robinson jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment au poste d'ailier de savoir si Martinez va être capable de revenir. Mais c'est ça, j'ai des doutes. J'ai des doutes, c'est ça, sur les stratégies offensives d'Atlanta. Sinon, c'est ça. Finalement, le match, Atlanta poussait et ça ne venait jamais. Et finalement, c'est Casper Prizbilko qui fait Ouais, le 1-1. Qui met fin aux espoirs d'Atlanta, même si les espoirs étaient très faibles. Donc, c'est un résultat logique. 1-1. Je m'attendais à ça après la victoire de 3-0 de Philadelphie. Philadelphie qui devient notre seul représentant MLS dans ouais. cette Ligue des champions de CONCACAF. Ça va être très intéressant à voir aller. Sinon, toi, c'est quoi ton flop et ton flop dans cette rencontre? Ouais, dans cette rencontre, je trouve que c'était un petit peu justement dans les ailiers. Enfin, j'étais assez d'accord avec toi de ce côté-là. Sinon, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est en vrai, la défense à Maestro Wilson. Ça, c'était plutôt bon, mais il y avait le but de Casper et enfin, on voit qu'ils avaient jeté toute leur force dans l'attaque Atlanta, alors que clairement, il y a 1-0 à la 89e, tu vas pas te qualifier, hein, tu vas pas en mettre deux ou trois. Et ça montre un peu le tout offensif d'Atlanta qui laisse des espaces géants derrière. Même si Philly s'est pas mal reposé en première mi-temps en laissant le ballon à Atlanta, en deuxième mi-temps, il y a eu quand même quelques occasions hein, pour Philadelphie. Que ce soit Santos, Casper ou le milieu de terrain il y avait quelques tirs que Yuzan a dû rater et ça, oui, il y a quand même des grands trous derrière dans la défense d'Atlanta. Ouais, moi, pour ma part, mon top, c'est Olivier Mbezo, le latéral droit de Philadelphie. Ça n'a peut-être pas été forcément le meilleur joueur dans l'ensemble du match, mais j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de lui lorsqu'il s'impliquait dans l'attaque du côté de Philadelphie. Et c'est vraiment un joueur là, qui a découvert la MLS plus régulièrement la saison passée. Moi, je l'avais découvert avec les Bethlehem Steels désormais appelé l'Union Tout. Et c'est ça, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu d'Olivier Mbezo. Je pense qu'il y a moyen là, qu'il ait une belle carrière en MLS, ce joueur provenant du Cameroun, 23 ans. Donc, je pense vraiment que ça va être un joueur qui va rester en MLS et qui va réussir en MLS, j'en suis sûr. Sinon, mon flop, pour ma part, c'est Joseph Martinez. Oui, il revient de blessure, mais il a vraiment été absent dans cette rencontre. On ne l'a pas vu. Euh, c'est peut-être c'est peut-être en raison de ses ailiers qui n'ont pas fait grand-chose, mais je pense que c'est aussi il arrivait à convertir toutes les chances qu'il avait il y a 2 saisons. Il s'en crée même lui personnellement. Et j'ai l'impression que ce n'est pas le même joueur qu'on voit jusqu'à présent. J'ai hâte qu'il reprenne la forme. Je ne sais pas si tu es du même avec moi. Ouais, bah, forcément, je pense que si on aime la MLS, on a hâte qu'il revienne au plus haut niveau. Après, en plus, Kubo Torres n'a pas forcément montré énormément non plus la saison dernière quand il était blessé. Et Licha Lopez commence à être très vieux. Donc, je pense que tous les fans d'Atlanta espèrent que le buteur va revenir en pleine forme. Ouais. Donc, exactement. Sinon, la phrase du match, pour moi, c'est une rivalité s'est créée entre Jim Creighton et Gabriel Enze, point d'interrogation.
parce qu'on a vu des commentaires d'après-match assez sévère du côté de Jim Curtin qui traitait Gabriel Heinze de mauvais perdant et tout. Et je pense vraiment que c'est le genre d'affirmation qui peut créer une rivalité naturelle en MLS. Et je pense que ça serait bien comme rivalité là, du côté d'Atlanta, une rivalité avec Philadelphie. Euh, c'est vraiment deux systèmes de pensée différents. Il y a Atlanta qui va chercher des jeunes en Amérique du Sud pour ensuite les revendre et tout, vraiment créer une équipe performante, tandis que Philadelphie fait surtout confiance à son académie. Donc, c'est vraiment deux systèmes de pensée. Et là, que les entraîneurs s'affrontent via la presse, je trouvais ça très intéressant. Penses-tu que c'est possible une rivalité Philadelphie-Atlanta? Je sais pas, je pense que oui. En tout cas, on va le 20 juin, je crois, ils jouent les deux équipes. Donc, on va pouvoir mettre ça au calendrier et voir un petit peu quelle va être la réponse. Parce qu'en plus de mauvais perdant, il a quand même traité de la Soul. Donc, enfin, c'était fort, quoi, comme penser à chaud comme ça. Mais pour Atlanta, je verrais bien une petite rivalité justement avec. Enfin, il y en a déjà une assez forte avec Orlando et je pense que c'est elle qui va prédominer pour les prochaines saisons tout de même. Et de mon côté, juste pour la phrase pour le match, c'est plus une réflexion sur le fait que Philadelphie soit le dernier espoir de la MLS. Franchement, c'était pas le club que je voyais passer en demi de tous les clubs de la MLS. Et, pour moi, c'était un de ceux qui avait le moins de chance avec les départs de Aronson et de McKenzie. Donc je ne sais pas trop quoi penser de cette équipe qui est très bonne sur les contres, mais qui ne méritait pas forcément sa victoire 3-0. Et là, le 1-1, bon, voilà, Magenta n'a pas été en réussite. Enfin, je ne les vois pas trop affronter un gros de Liga MX, quoi. Ça va être, je pense, très compliqué pour atteindre la finale. Oui, mais en même temps, c'est une équipe qui, de un, a un gardien qui fait aucune erreur. Et c'est vraiment, je trouve, une équipe parmi ceux qui étaient présents qui a le moins de faiblesses. Oui, ils ont peut-être pas de grosses forces, excepté le gardien, mais en même temps, je trouve que Philadelphie a très peu de faiblesses et sont quand même très solides défensivement. Donc, j'ai l'impression que c'est une équipe qui va souffrir dans ces demi-finales, mais qui peut peut-être s'en sortir à l'arraché. Mais ça va être intéressant de voir ça aller. Mais en tout cas, merci Antoine d'être venu pour cette première partie. Merci à toi pour l'invitation et bonne chance pour le décryptage des clubs mexicains qui nous font peur. Exactement, on fait ça tout de suite avec Axel de Football Mexicano FR. On va parler du cauchemar de la MLS, d'avoir perdu ses 3 confrontations face à la Liga MX. Donc, on fait ça tout de suite. Parfait. Donc, on est de retour pour analyser les autres matchs de ces quarts de finale de la Ligue des champions CONCACAF. Et pour ce faire, on est rejoint par Axel de Football Mexicano FR. Ça va bien, Axel? Ça va, et toi? Ça va très bien. Finalement, Clément n'est pas présent. Il a trop fêté la victoire des 3 clubs de Liga MX, hein? Je crois que c'est ça, non? Parfait. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Le match Cruz Azul contre Toronto. Écoute, après, on s'en était parlé la semaine dernière, mais après le 3-1 du Cruz Azul sur le sol américain à Tampa Bay, vraiment, on sentait que c'était terminé pour Toronto. Et finalement, le Cruz Azul a remporté le match 1-0, le match retour. Euh, Encore une fois, on va l'analyser sur les 3 phases, pardon. Moi, la première phase du match que j'ai remarqué, c'est vraiment le but de Brian Angulo à la 28e minute. Quel but, hein? Ouais, c'est ça, quel but, hein, franchement. Sur le coup, une frappe à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Il nous sort un peu une frappe venue de nulle part. Et du coup, tout le monde a été surpris, y compris le gardien de Toronto. Du coup, ça nous donne un but incroyable. Et c'est bien pour lui, c'est bien pour Angulo, qui n'est pas forcément un titulaire dans cette équipe de Cruz Azul. En championnat, etc., c'est pas quelqu'un qui va jouer beaucoup. Mais on voit que dans cette compétition, il prend de l'importance puisque c'est lui qui a aussi marqué au match aller. Donc voilà, content pour lui parce que voilà, il montre un peu son talent grâce à cette compétition.
Exactement, c'est très mérité pour Angulo. J'espère pour lui qu'il va pouvoir se hisser une place pour jouer un peu plus souvent en Liga MX. Mais c'est ça, vraiment, très beau but d'Angulo. Peut-être une erreur de concentration de la part de Bono. Il aurait pu être plus sur sa ligne. Il était peut-être un peu trop avancé, Alex Bono. Mais justement, la deuxième phase du match, pour moi, c'est Bono qui garde son équipe dans le match. C'était désormais 4-1, mais on sentait que Toronto souffrait mais énormément. Et Bono, on pourrait dire, a racheté son erreur et a gardé son équipe dans le match parce que c'était très difficile pour Toronto d'affronter Cruz Azul mardi dernier. On s'entend, Toronto avait quand même beaucoup de blessés. Pozuelo n'était pas là, le numéro 10, le joueur si important pour Toronto. Achara n'était pas là également. Gallardo n'était pas là. Mavinga était réduit. Donc, comme un peu au match aller, c'était un Toronto pas à 100% complet. Qui était là et ça l'a paru. Ouais, Toronto a c'est souffert durant cette rencontre. Hein? ouais, c'est ça, comme tu dis, ben, malheureusement pour Toronto, on a l'impression qu'ils n'ont jamais leur équipe type parce que sur le tour d'avant face à Léon, c'était pareil, c'était une équipe un peu remaniée. Et là, encore une fois, ben, ils n'ont pas pu compter sur tout leur effectif. Et enfin, déjà qu'avec toute leur équipe, ça aurait été difficile de retourner la situation. Là, c'était quasi mission impossible. Et c'est vrai que Cruz Azul a quand même a fait le travail, a vraiment maîtrisé la rencontre. Et on n'a pas senti à un seul moment que Toronto aurait pu faire basculer ce match. Oui, exactement. Pour moi, la troisième phase du match, c'est Toronto qui fait rien. Mais quand je dis rien, c'est vraiment rien. Toronto a été très faible parce qu'avec les absences et après ça, apprendre un nouveau système de jeu avec le nouvel entraîneur Chris Armas, c'est très difficile pour Toronto. Écoute, défaite logique de Toronto 1-0, ça aurait pu être encore pire si ça n'avait pas été de Bono. Et Toronto, j'ai l'impression que ça va être vraiment une saison de transition pour eux. Déjà qu'il a éliminé Léon, c'est très bien. Je Oui, c'est pense ça. que C'est déjà un bel exploit. Un Léon qui était champion en titre, hein, du coup, c'est quand même quelque chose. Enfin, ils doivent, je pense, quand même s'appuyer sur ça quoi, hein, pour la suite de leur saison. oui, exactement. Et surtout que c'est ça, dans la confrontation contre Léon, ils avaient été persévérants, assez solides défensivement. Et j'espère voir ça en MLS. Ouais. Contre Cruz Azul, c'était pas la même chose. Mais écoute, je pense qu'il y a de l'espoir à Toronto. Il y a des enseignements à tirer de ces matchs-là. Euh, pour toi, ton top et ton flop de cette rencontre? Ben, écoute, mon top, j'ai envie ben, forcément de parler d'Angulo parce que voilà, c'est comme je t'ai dit, ça lui revient. Enfin, il a quand même un grand mérite parce que voilà, il joue pas souvent et dès qu'il est titularisé en CONCACAF Champions League, il répond présent. Donc, comme au match aller, j'ai envie de dire Angulo. Et après, ouais, du côté Toronto, tu en as déjà parlé, mais ben, Bono, du coup, qui a su maintenir son équipe dans le match. Après, voilà, c'est dur de le mettre dans les tops parce que le premier but est quand même évitable. Donc c'est compliqué on va dire, de le mettre dans les tops. Mais mentalement, il a su rebondir et je trouve que c'est quand même important. Il a su rebondir dans le match. Il n'est pas resté sur cette erreur et il a pu repartir un peu pour maintenir son équipe et leur éviter un score plus sévère. Oui, exactement. Et dans les flops, est-ce que tu as noté un joueur du côté mexicain qui a peut-être été en dessous du reste de l'équipe ou Côté mexicain, peut-être le jeune Alvarado, qui est quand même un joueur. Il n'a pas été exceptionnel. Après, bon, voilà, il a fait un match, on va dire, normal, moyen. Donc, on peut pas dire non plus que c'est un flop, mais voilà, c'est un des joueurs qu'on attend en général dans ce genre de match. Et là, bon, enfin, il a pas marqué, pas fait de passe décisive. Donc voilà, on pourrait dire que qu'il s'est pas forcément montré à son avantage, mais flop, c'est compliqué parce que voilà, il n'a pas non plus été ridicule. Par contre, côté Toronto, on peut dire que toute l'attaque de Toronto, on pourrait les placer dans les flops parce que dans ce genre de match, on ne demandait pas forcément à Toronto de se qualifier, mais au moins d'essayer d'emballer un peu le match, de mettre un peu des actions offensives, un peu d'essayer de faire quelque chose, quoi. Et là, on avait l'impression qu'il ne s'est rien passé, comme tu as dit. Et donc, je mettrais ouais, tout simplement l'attaque de Toronto dans les flops.
Oui, exactement. Ben, je suis d'accord avec toi. Le top, c'est Angulo du côté de Toronto, Bono. Et pour moi, mon flop, j'ai noté un joueur que c'était très décevant. Oui, il a seulement 21 ans, mais c'est Schaffelberg, Jacob Schaffelberg, Ouais, voilà. qui C'est un était peu le ailier. symbole de cette attaque. Ouais. C'était un peu le symbole de cette attaque, on va dire, qui n'a jamais su se montrer dangereuse. Oui, c'est ça exactement. Et j'ai l'impression qu'à la fin du match, les joueurs ne lui faisaient tout simplement plus de passes. Avant qu'il sorte à la 68e, j'ai l'impression que les joueurs de Toronto ne lui faisaient Ouais, plus confiance. Il touchait à ouais. aucun ballon. C'était très dommage pour lui, surtout qu'il a 21 ans. J'espère que, tu sais, souvent on parle de match référence, mais lui, Ouais, c'était c'est dans un le match fond, de non-référence. ouais. Il faut espérer qu'il puisse rebondir et que ça lui gâche pas trop sa carrière, quoi. Exactement. Ben, à 21 ans, c'est ça. Il commence à peine avec Toronto, mais il a quand même fait plusieurs matchs la saison dernière, donc je pense qu'il va être capable de se relancer, mais Ouais, faut pour que une deuxième chance. Ouais, c'est ça, exactement. Sinon, pour moi, la phrase du match, c'était décevant de voir Toronto dans ses quarts de finale. Ça a été la pire performance pour une équipe MLS Ouais. cette saison et je pense même dans les dernières éditions de la CONCACAF Champions League. Ça a été très difficile pour Toronto. Sinon, toi, ta phrase du match? Ben, moi, ma phrase, c'est aucun suspense parce que si Toronto avait marqué rapidement dans le match, on aurait pu imaginer un peu, voilà, comme on dit, un sentiment un peu de remontada où ils auraient pu un peu essayer d'amorcer quelque chose, mais au final, ben, Cruz l'a complètement maîtrisé. Donc, malheureusement, pour le spectacle, on n'a pas eu de suspense. Non, exactement. Et un autre match qui n'a pas eu beaucoup de suspense. À l'aller, il y en a eu, mais au retour, pas beaucoup. C'est les Rayados de Monterrey qui accueillaient le Crew de Columbus. Et pour moi, la première phase du match, c'est Columbus qui encaisse très tôt. Mauvaise, mauvaise récupération de la part d'Eloy Room qui donne un rebond très facile à Meza dès la troisième minute. Dès la troisième minute, pour moi, Ouais, les Rayados étaient pratiquement qualifiés, là. ouais, c'est ça. Ben, au vu du match aller, on pouvait penser que Monterrey allait quand même être pas mal, on va dire, mise en danger. Mais après, il y avait l'absence de Sela Ryan qui était importante côté Columbus. Et pour Monterrey, ce qui était important, c'était de marquer d'entrée pour tuer le match, on va dire. Ils ont su le faire avec ben, cette frappe de Janssen qui revient sur le gardien. Et là, le gardien, c'est presque une passe décisive hein, pour Messa, qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Et du coup, voilà, ben, d'entrée de jeu, moi personnellement, je suis supporter des Rayados. Du coup, je ne vais pas te cacher que ça m'a vraiment fait du bien parce que je stressais un peu dans ce match et ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a soulagé d'entrée quoi, de voir cette ouverture du score. Oui, exactement. Donc, c'était 1-0. Comme tu l'as dit, Zela Ryan n'était pas là. Il y avait un joueur qu'on connaît très bien à MLS, Kevin Molino, qui était blessé. Donc, c'était très difficile pour Columbus d'espérer revenir dans le match. Et par la suite, une vingtaine de minutes plus tard, c'est le défenseur américain Josh Williams qui se fait carrément manger Ouais, par Johnson vraiment, ouais. à la 26e minute. Il se fait manger par Johnson qui fait la passe décisive à Meza, le 2-0. Pour moi, c'était vraiment fini avec le 2-0. Mais vraiment, Williams s'est fait dévorer par Johnson. C'était vraiment pas beau à voir. Ouais, c'est clair, ça faisait de la peine un peu. Il a vraiment, ouais, et Janssen, il a fait parler son physique. Je me dis que dans certains championnats, pourquoi pas la Ligue 1, il y aurait peut-être une faute qui aurait été sifflée, mais après, pour moi, il n'y a pas faute parce que ça joue à l'épaule et c'est le football, quoi. On ne va pas non plus empêcher les contacts. Et là, ben, c'était un duel. Et Janssen, avec son expérience, a su avoir ensuite la lucidité de faire la passe aussi et de ne pas tirer parce qu'il aurait pu tirer, mais il a eu la lucidité de décaler Messa. Et après, encore une fois, la bonne finition de l'Argentin. Exactement. Et c'est ça. 2-0, c'était terminé. Même le reste de la rencontre, ça a été une domination des Rayados. Vraiment, Columbus faisait de la peine à voir, avait peut-être un peu de possession, mais vraiment aucune action dangereuse.
Cárdenas n'a jamais été vraiment inquiété. Donc, vraiment, la troisième phase du match, c'est domination Rayados. Et finalement, l'avènement de la rencontre, le coup franc de Miguel Layún. Quel beau coup franc. Le revenu de Miguel Layún, ouais. Ouais, parce Ouais. que, Miguel Layún, c'est quand même un joueur, il est connu en Europe, il a joué à Porto, il a joué à Séville notamment, donc c'est un joueur qu'on connaît bien. Et c'était dans ses meilleures années, notamment en 2014, pendant la Coupe du Monde, ça a été un des meilleurs joueurs à cette époque-là. Il était vraiment excellent, notamment dans un rôle de piston gauche un peu. Et depuis qu'il est revenu à Monterrey, il a été beaucoup critiqué par les supporters parce que il n'a pas vraiment eu le niveau attendu, quoi. Enfin, c'est un peu une pré-retraite pour lui, quoi. Donc, il a un peu été critiqué. Mais surtout, on va dire, plus les années avancent, et plus il se fait vieux. Donc, forcément, ça se fait ressentir sur le terrain. Donc, c'est loin d'être un titulaire indiscutable, on va dire. Mais il a quand même toujours des très bonnes qualités. Et quand il joue, de temps en temps, comme là, sur ce match-là, il est important. Et les supporters de Rayados ont d'ailleurs fait un petit parallèle parce que, je sais pas si tu t'en rappelles, mais il y a 2 ans, donc en 2019, quand Monterrey remporte sa 4e Ligue des Champions, en quart ou demi-finale, je me souviens plus, il y a un match face à Kansas City et Monterrey face à Kansas City et il y a pareil un coup franc de Layún en lucarne comme ça. Et du coup, les supporters des Rayados m'ont dit, ça veut dire qu'on va aller au bout, quoi. C'est un signe du destin. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y avait eu encore moins de suspense à l'époque. Au cumulatif, ça avait fini 10-2 pour Ouais, c'est Monterrey. ça. 4-0 et 5-2, un truc comme ça, ouais. Ouais, 5-0 et Ouais, 5-2, ça. C'est un c'était peu incroyable. risqué, ouais. Avant avant cette édition de la Ligue des Champions, on disait que l'écart entre la MLS et la Liga MX c'était vraiment réduit. Ouais. Ça a quand même fini 5-2, mais si on compare à il y a 2 ans, ça s'est vraiment réduit. Ouais, après, voilà, c'est aussi le contexte avec la saison MLS qui vient de reprendre et tout ça. Donc, il y a beaucoup de données à prendre en compte. Mais quand on voit le résultat, ça fait quand même 3 duels MLS Liga MX et 3 victoires à chaque fois des clubs mexicains. Donc, Ouais, c'est ça, mais je pense qu'une bonne raison de ça, c'est comme tu le dis, les équipes ne sont pas dans la même forme, hein. On s'entend, les équipes de Liga MX sont vers la fin du clausura, c'est tandis ça. que les équipes de MLS commencent à peine les rencontres. Et oui, Euh, parce que aussi, ouais, vas-y. ah, ouais. Comme on disait sur l'édition précédente, enfin, on le rappelle, mais ça s'est déroulé en plein été, en fait. Et du coup, c'était en plein cœur, on va dire. Enfin, c'était pendant la saison MLS. Du coup, les équipes MLS avaient quand même du rythme, alors que les équipes mexicaines étaient entre les deux tournois. Enfin, donc, il n'y avait pas vraiment on va dire, de rythme pour elles. Et en fait, sur cette édition, c'est totalement l'inverse, quoi. Du coup, on comprend, comme tu as dit, le tournoi Clausura, là, la phase régulière vient de se finir. En ce moment, il y a les matchs de barrage. On va entamer les quarts de finale bientôt. Du coup, toutes les équipes mexicaines sont sur leur meilleur rythme, on va dire. Elles sont vraiment en forme. Et c'est le moment où elles arrivent dans leur pic, ouais, de forme. Du coup, comme tu dis, la dynamique s'est inversée. Donc, on comprend aussi ces résultats avec ça. Oui, exactement. Sinon, pour ma part, je vais commencer pour cette fois au niveau des tops et des flops. Pour moi, le top, c'est Miguel Layún. Vraiment, c'est ce joueur-là, mais ça aurait pu être n'importe quel joueur de l'effectif des Rayados. Mais pour son coup franc et pour aider son équipe à rester solide défensivement, j'ai décidé de le donner l'homme du match à Miguel Layún. Sinon, pour moi, mon flop, c'est Eloy Room. Qui plombe son équipe directement dès le départ. Et le coup de Columbus sans Ella Ryan ne pouvait pas revenir dans la rencontre, malheureusement. Sinon, toi, tes top et flop. Pour moi, les tops, en fait, également la Youn, on aurait pu en parler, et même la défense en général. Mais j'ai envie de mettre l'accent sur la doublette Vincent Janssen et Maxime Messa. Pour moi, ça a été ça le top, c'est ça, parce qu'on a vu vraiment une belle entente sur les 2 buts. Le premier but, c'est presque aussi une passe décisive de Janssen, parce que c'est lui qui frappe. Du coup, ouais, la doublette Janssen-Messa, pour moi, qui a fait la différence. Et Janssen aussi, qui a été pas mal critiqué, qui a fait un bon match et qui revient bien. Donc voilà. Et ensuite, pour mes flops, enfin, pour mes tops, pardon, aussi, j'ai bien aimé en première mi-temps particulièrement le costaricien Luis Diaz Oui. qui a fait quand même, il a fait ce qu'il pouvait, quoi. Il a quand même essayé de mettre du danger.
Et en première mi-temps, j'ai trouvé que l'attaque du Columbus a quand même mis les éléments, on va dire, qu'il fallait, parce que malgré les buts encaissés, en première mi-temps, il y a eu des occasions un peu. C'était maladroit, mais il y avait quand même quelque chose, quoi. Pas comme Toronto. On a senti qu'il y avait un peu un sentiment de révolte à un moment, quoi. Après, bon, les buts sont vite arrivés côté Monterrey, du coup, voilà, l'espoir a vite été anéanti. Mais voilà, à leur mérite, et notamment Luis Diaz, il y a quand même eu cette volonté d'essayer de faire quelque chose. Exactement. Et sinon, la phrase de la rencontre pour toi? Et la phrase de la rencontre, ça va être réalisme, parce que enfin, c'est juste un mot d'ailleurs, c'est juste réalisme en fait, parce que en première mi-temps, c'est ça qui a fait la différence, comme je viens de dire, Columbus Crew a eu quand même des occasions en première mi-temps, il y a eu des opportunités, mais on va dire que l'attaque n'a jamais su concrétiser, alors que côté Monterrey, ça a été très efficace. Première occasion, premier but, le deuxième but qui est arrivé assez rapidement aussi. Et voilà, après, ça leur a permis de ne pas s'inquiéter, de pouvoir gérer le match. Ouais, pour moi, c'est et si Zelarayan avait été disponible, je pense qu'on aurait eu un tout autre match. Peut-être tout de même à l'avantage des Rayados, mais je pense que le Crew de Columbus aurait eu quelques occasions supplémentaires et je pense que ça aurait été vraiment un match explosif. Euh, mais Voilà. c'est pas avec les si qu'on gagne des compétitions. Donc, C'est ça. En tant qu'ancien joueur des Tigres, c'est la Ryan a dû être vraiment très déçu parce qu'il aurait aimé pouvoir jouer le match pour son retour à Monterrey. Il aurait aimé ouais, pouvoir jouer parce qu'on a vu qu'au match aller, il a quand même mis un but, il a provoqué beaucoup de dangers. oui, exactement. Donc, ben, ça sera pour une prochaine fois pour le Crew de Columbus qui était vraiment les champions de la MLS la saison passée, la saison dernière. Donc, je pense que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu le Crew en Ligue des Champions. Mais je pense que dans les prochaines années, on risque d'aller voir peut-être un peu plus souvent. Et je pense que c'est positif. On l'a vu au match aller qu'il était capable de tenir Ouais, tête je pense que c'est une bonne équipe pour l'avenir. Ouais, comme tu dis, ça peut être une équipe qui compte dans les années à venir en Champions League. Exactement. Sinon, si on continue avec le dernier match de ces quarts de finale, c'était Club America contre Portland. Et c'était un Portland quand même intéressant avec, on a parlé dans la première partie du podcast, mais c'était avec Eric Williamson et Diego Chara au milieu. Et c'est ça. Pour Portland, il y avait quand même aussi quelques blessures. Les plus importantes, c'était Blanco qui était blessé. Il y a Steve Clark également, le gardien titulaire qui n'était pas présent. Et le score est quand même sévère pour les Timbers qui ont combattu face à l'América. Pour moi, la première phase du match, c'est Club América qui inscrit le 1-0 sur une séquence assez étrange où, au final, Federico Vinas euh, ouais, et finalement est seul dans la surface. La défense est complètement dépassée. Et c'est ça, c'était un drôle de but. Je ne m'attendais pas à voir ce but-là. Je ne sais pas toi. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire parce que en plus, 20e minute, c'est un moment un peu charnière. C'est la moitié de la première mi-temps, on va dire, et il y avait toujours 0-0. Donc, rien n'était joué. Et finalement, ouais, comme tu dis, une défense un peu, un comportement bizarre, on va dire, de la défense de Portland. Et du coup, ça permet à Vignas, qui revient bien en ce moment, de pouvoir marquer son premier but. Et du coup, ben, malheureusement pour Portland, ça les met dedans, quoi, parce que ils auraient pu, franchement, je pense qu'en la première mi-temps, ils auraient pu vraiment poser des problèmes. S'ils avaient marqué, l'Amérique était dos au mur après, donc voilà, dommage pour eux. Mais comme tu dis, situation un peu bizarre et Vignas a su en profiter. Donc voilà, c'est ce qui fait un peu la marque des grandes équipes, savoir profiter des situations un peu comme ça. Oui, exactement. Et la deuxième phase pour moi du match, c'est Portland qui ne se décourage pas et qui attaque la cage d'Ochoa à plusieurs reprises. Je me souviens de quelques occasions de la part de Mora, Valérie, même Chara. Portland essayait de revenir, mais ça semblait difficile. Et finalement, à la 59e minute, penalty accordé pour l'América. Moi, je pensais à cette époque-là que ça allait mettre fin aux espoirs de Portland avec le 2-0.
Mais non, Portland qui revient avec un penalty de Valérie 2-1. Ça relance le match absolument à la 64e minute et finalement la troisième phase du match. Et oui, Suarez, 70e minute, qui là, met fin aux espoirs. C'était tout simplement impossible de faire le 2 buts en 20 minutes pour Portland. Ça a quand même été une drôle de deuxième mi-temps, hein, Axel? Ouais, c'est ça, parce que, comme tu as dit, avec le penalty de Vignas, on pensait que c'était terminé, que les espoirs, qu'il n'y avait plus aucun espoir. Ensuite, très vite, la réduction du score. Et après, là, 64e minute, il restait une demi-heure à Portland pour marquer un but, donc c'était largement faisable. Et on a vu, on a vu qu'il y avait un peu la volonté d'aller marquer ce but, mais très vite, Suarez qui met le 3-1. Mais voilà, en 6 minutes, de la 64e à la 70e, on a quand même eu 6 minutes où il y avait du suspense parce qu'un seul but aurait suffi à Portland. Oui, exactement. Ça a vraiment été la confrontation match aller et match retour qui a été la plus enlevante, La selon plus moi. serrée, ouais, c'est ça. Vraiment, le 1-1 au Providence Park avec un penalty, on pourrait dire, controversé. Puis après ça, le 3-1 qui aurait pu terminer 2-1, 2-2. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Je vais te laisser commencer avec tes tops et flops et je vais dire les miens par la suite. Ouais, écoute, niveau top, il me semble difficile d'écarter Vignas avec quand même son doublé. C'est un joueur qui s'est révélé depuis 2 ans, là, qui s'était révélé, un jeune Uruguayen qui s'était révélé du coup, et il a eu des moments un peu difficiles avec notamment des blessures. Et là, un peu comme pour Angulo, pour Cruz Azul, la compétition, la Champions League lui permet un peu de reprendre confiance. Donc, avec un doublé, c'est lui qui qualifie son équipe parce que voilà, sans ces 2 buts, ça fait un partout. Et là, ça fait égalité, donc tout aurait été possible. Du coup, voilà, je mettrais Vignas dans mes tops. Et ensuite, niveau flop, peut-être Tuiloma, l'ancien Marseillais, parce que Ouais. on le connaît, enfin, il a pas vraiment joué à Marseille, il a fait quelques apparitions, il me semble, mais voilà. Et du coup, voilà, c'est un joueur, comme c'était un joueur que je connaissais, entre guillemets, de nom et tout ça, je me suis intéressé à son match, et malheureusement pour lui, il n'a pas su vraiment éviter tous ses buts. Donc voilà, pour moi, après, voilà, c'est pas non plus, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a pas vraiment, enfin, c'est difficile de sortir un seul joueur, mais voilà, Tuiloma, pour moi, en défense, voilà, je me suis dit, je sais pas, qu'il allait peut-être être plus solide. Ouais. Ben moi, mes tops du côté de l'América, j'ai vraiment aimé, comme tu l'as dit, le doublé de Vignas. C'est dur de passer à côté, mais j'ai aimé le match de Suarez et Aquino. Vraiment, Ouais, c'était Aquino, vraiment les trois joueurs clés, j'ai trouvé, surtout Aquino. Il était présent en défense, présent en attaque. Vraiment, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de lui. vraiment un très gros joueur. Aquino, je pense, moi, enfin, personnellement, s'il continue comme ça, dans 1 ou 2 ans, il peut prétendre à partir en Europe pour moi. Ouais. Ben, il y a quand même 26 ans, donc reste à voir si. Mais Ouais, oui, vraiment, je pense qu'il y a un niveau pourquoi pas ouais. être, mettons, dans un milieu À de la tableau en manière Ligue 1 et. à la manière d'un Guido Rodriguez, qui était il y a 2 ans, qui jouait à l'América au même poste et qui aujourd'hui s'est fait une place au Betis Séville. Donc voilà, moi je Ouais, pense que Aquino pourrait suivre la même trajectoire, vu son niveau. c'est vrai, exactement. Et sinon, moi, du côté des Timbers, l'éternel Diego Chara, j'ai quand même aimé son match. Ouais, ouais, C'est- j'en parlais aussi. Le ouais, frère d'ailleurs, le frère de Yimi Chara, un joueur qui était passé par les Rayados de Monterrey. Ouais, exact. Donc, exactement, oui, les deux frères qui évoluent au Timbers depuis la saison dernière, Chara qui est là depuis plusieurs années. Et c'est ça, j'ai vraiment aimé son match. Je pense qu'il fait bien ses 10 ans avec les Timbers. Malgré la défaite, c'est ça, il a été étincelant au milieu de terrain. Sinon, pour moi, mon flop, ça peut paraître sévère, mais je trouve que Mora a eu quelques chances et il aurait peut-être dû les mettre au fond. Il a quand même tenté 3 tirs, il y en a 2 qui ont été cadrés. Donc, avec un peu plus de réalisme,
les Timbers, pourquoi pas, auraient pu être plus proches d'une qualification. Sinon, on se souvient, au match aller, j'avais vraiment fait les éloges d'Aaron Asprilla, que je trouvais qu'il y avait eu une belle résilience. Mais là, il y a un manque de régularité parce qu'il n'a rien fait durant cette rencontre. Donc, je retire une partie de mes compliments de la semaine dernière. Tu en avais parlé, tu avais dit justement que c'était un bon joueur, mais que son problème, c'était la régularité et que voilà, là, on a vu sur cette double confrontation qu'au match aller, c'est lui qui a posé vraiment beaucoup de problèmes et qu'au retour, finalement, il a été absent. Oui, exact. Et pour ma phrase dans cette rencontre, pour moi, ma phrase, c'est les Timbers est certainement l'équipe MLS qui est passée le plus près d'éliminer un club de Liga MX. Vraiment, c'est la confrontation que j'ai aimée le plus. Vraiment, Portland a toujours été dans le match jusqu'à la 70e minute. Et vraiment, sur le match, c'était un match aller enlevant, un match retour enlevant également. Donc, chapeau aux Timbers qui se sont bien battus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, ma phrase, ça serait que ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour Club América, comparé aux autres équipes mexicaines. Parce que voilà, comme tu l'as dit, ça a été le match le plus serré, l'opposition vraiment la plus intéressante, on va dire, au niveau du suspense et des matchs. Exactement. Donc, on peut faire pour la suite de la compétition, ça va se dérouler en août. Ça va être les matchs, ça va être les Rayados contre le Cruz Azul et le Club América contre Philadelphie. Donc, le seul représentant MLS dans cette demi-finale, c'est Philadelphie. Il affronte le géant mexicain de l'América. Pour toi, c'est qui les deux équipes qui passent en finale? Franchement, c'est compliqué à pronostiquer. Bon, ça va pas te plaire, mais je pense que je vais quand même pronostiquer une finale 100% mexicaine. Du côté de. Je pense personnellement que la demi-finale la moins serrée, on va dire, sera la Club América Philadelphie parce que Club América, c'est quand même le plus grand club, le club le plus titré au Mexique. C'est un club qui a l'habitude, qui est tous les ans en quart ou en demi de Conca Champions. Donc voilà, pour moi, Club América va passer. Mais voilà, enfin, c'est pas non plus, ils vont pas gagner 5-0. Enfin, ça va être quand même serré parce que voilà, Portland a su les mettre en danger. Donc je pense que Philadelphie le fera aussi. Mais je pense que l'expérience va beaucoup va beaucoup jouer. Donc pour moi, Club América va passer. Et ensuite, la demi-finale qui sera plus indécise, ça sera Cruz Azul Monterrey. Donc là, c'est compliqué à pronostiquer. Mais j'ai envie de dire, contrairement, enfin, la forme du moment pourrait penser à dire Cruz Azul parce que c'est l'équipe qui a fini leader de la phase régulière au Mexique. Mais j'ai envie de dire Monterrey, en fait, je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, Monterrey a gagné du coup 4 fois la compétition sur ces dernières années, enfin, depuis 10 ans. Il y a eu 4 titres. Et du coup, je pense c'est une compétition où voilà, ces dernières années, quand ils la jouent, quoi, c'est en général, ça va très loin. Donc, ça a vraiment l'expérience de cette compétition. Et Cruz Azul, voilà, c'est une équipe qui est toujours, en fait, qui dès qu'elle elle est intéressante, elle fait des bons matchs, etc. Mais c'est l'équipe un peu de la loose et c'est l'équipe qui ne sait pas profiter, en fait, de son niveau de jeu. Donc, moi, je pense que sur ce match-là, même si ça va être très serré encore une fois, donc Cruz Azul va peut-être passer. Mais si je devais donner un vainqueur, je dirais Monterrey pour, on va dire, l'expérience de la compétition sur les dernières années et pour la malchance, on va dire, de Cruz Azul. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai vraiment été plus impressionné par ce que Monterrey ont fait, surtout face à un Crew de Columbus qui était plus performant, selon moi, que Toronto. Mais sinon, là, pour America contre Philadelphie, j'ai hâte de voir qu'est-ce que la forme va jouer. On en parlait un peu la saison passée. Quand les Ouais. matchs se sont joués en été, le niveau était plus serré. Et je pense que ça va être encore le cas en août entre Ouais, l'America et Philadelphie. c'est vrai que c'est important à prendre en compte que les demi-finales se jouent là en août parce que Philadelphie sera en plein milieu de sa saison. Après, on ne sait pas comment ça va se passer pour eux, mais du coup, ils auront plus de rythme que l'América. Donc, c'est vrai que ça peut jouer et du coup, c'est quelque chose qui est clairement en faveur de Philadelphie. Oui, exact. Et j'ai hâte de voir Andrew Blake face aux puissances offensives de l'América, donc face à Suarez,
face à Vinas. Il va peut-être même avoir des nouvelles recrues du côté de l'América, donc ça va être très intéressant. Hein. Intéressant, ouais. Ben, on a hâte de voir ça. Hein. Oui, on a très hâte et assurément, toi et Clément, là, vous allez être réinvités au podcast. Et ça se peut qu'au match retour, ça soit toi cette fois que tu ne sois pas présent. Hein? Si tu dis comment les Rayados, c'est ton club. C'est ça. Si on perd, je vais être un peu dégoûté, mais bon. Tant que le Mexicain la gagne, ça me va. Ouais, ben nous, on aimerait bien ça du côté américain et canadien. Ben là, il reste juste un représentant américain. Mais ça serait étrange hein, que Philadelphie soit un des premiers à l'emporter depuis très longtemps. Après, voilà, hein, dans le foot, tout est possible. Et surtout dans cette compétition, on a déjà vu quand même pas mal de surprises. Donc, on ne sait jamais. Après, voilà, bon, une chance sur 4, c'est clair que ça semble mal parti. Mais voilà, on ne sait jamais. Exactement. Ben, merci Axel d'être venu au podcast. Écoute, merci beaucoup. Ben, avec plaisir. Hâte de se retrouver du coup pour débriefer les demi-finales. Oui, et d'ici là, si les gens veulent suivre le football mexicain, c'est sur quelle page? La page Football Mexicano FR, donc @Liga MX FR, et surtout que là, comme je l'ai dit, à la fin de saison qui arrive au Mexique avec les playoffs, donc ça va être très intéressant. Exactement. Pour ceux qui n'ont jamais eu la chance d'écouter du soccer de la Liga MX, c'est vraiment à regarder. C'est toujours enlevant. C'est très souvent serré. Faut pas, ne vous fiez pas aux 5-0 de Santos de hier. Vraiment, c'est souvent des 1-0, des 2-1. Vraiment, c'est enlevant et c'est un très bon niveau. Donc, c'est à aller regarder. Sinon, je vous remercie de votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour parler un peu plus de MLS cette fois-ci. Au revoir. Merci à tous, ciao.